Mesdames et messieurs, bien chers téléspectateurs, bienvenue à tous et nous vous disons merci d'être branchés nombreux sur la RTNC pour suivre votre émission Franc-Parler Magazine. Franc-Parler Magazine est une émission qui vous met au parfum de l'actualité politique, économique et socio-culturelle dans notre pays. Aujourd'hui, encore une fois sur ces plateaux, nous recevons un invité de marque. C'est un habitué de ces plateaux. Il s'agit bien de Norbert Yamba Yamba. Norbert Yamba Yamba, j'ai toujours l'habitude de l'appeler un capitaine au long cours. C'est un crack, c'est un habitué. Avec notre invité, nous allons faire le point en rapport avec l'évolution de l'actualité politique dans notre pays. Nous allons bien entendu faire le point, parler du séjour du président de la République dans l'espace Grand Kasaï. Nous allons parler de la situation de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. UDPS Tshisekedi, le président de la République, a posé la première pierre pour la construction du port à eau profonde des Bananas. C'est un événement. Autant d'événements, nous allons toucher d'autres points qui concernent notre pays. À tout seigneur, tout honneur, dit-on. Bonjour, honorable Yamba Yamba. Bonjour, monsieur le directeur. Merci pour m'avoir invité. Une émission, effectivement, qu'on est habitué de passer. Ça va faire un peu de temps, là. Tout à fait. Vous avez séché ce plateau, on ne sait pas ce qui s'est passé. Vous êtes fatigué ou qu'est-ce qui s'est passé au juste? Non. Moi, je suis un lion. Lorsqu'on est lion, on est guerrier. On est lion et je suis habitué toujours à vous appeler capitaine Oloncourt. Et donc, qui est différent au capitaine d'eau douce, vous comprenez que ça vaut la peine. Un lion n'abandonne jamais. Il n'abandonne jamais. Il a les caractères, il a les comportements, il est stratège. C'est pratiquement un requin, quoi. Très bien. Norbert Yamba Yamba, vous êtes panafricaniste, vous êtes évaluateur international, macroéconomique, vous êtes consultant international d'abord à la Banque mondiale. Vous êtes au cadre de l'UDPS. L'UDPS, c'est l'Union pour la démocratie, le progrès social. UDPS Tshisekedi, là aussi, ça va pas, il se pose des problèmes. Vous allez un peu nous éclairer là-dessus. La date du lundi 31 janvier 2022 reste et restera gravée dans la mémoire des Congolaises et Congolais. Une date qui est restée marquée en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la République démocratique du Congo, en ce qu'elle est celle de la concrétisation de ce qui n'était qu'un rêve, un projet, la pose de la première pierre pour la construction du port à eau profonde des Bananas. Donc, par ce geste, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient finalement rejoindre l'acte à la parole, en matérialisant un projet que le Congo central a tant attendu. Et vous le savez, ce n'est un secret pour personne, la Belgique coloniale parlait de ce projet de 1885 à 1960, malheureusement sans pour autant concrétiser. Mais il a fallu attendre l'avènement de Félix Tshisekedi pour aller jusqu'au bout. À tout seigneur, tout honneur, dit-on, vous êtes Congolais, vous êtes cadre de l'UDPS. Quelle est, selon vous, la portée politique de cet acte qui, à n'en point douter, sera mis au crédit du président de la République? Merci beaucoup, mon frère Benjamin. La récompense d'un devoir, c'est le devoir lui-même. Le président de la République a reçu mandat du peuple congolais, peu importe la province, de pouvoir transformer le Congo, de pouvoir promotionner le Congo, de pouvoir lutter contre la pauvreté. Mais écoutez, le pays est assez grand, 80 fois plus que la Belgique, 100 fois plus que le Rwanda, 120 fois plus que Luxembourg.
Et donc, c'est pas si facile. Hein. Le pays est tellement vaste, un sous-continent dans un continent. Et il est difficile de faire tout à la fois. Mais au moins, il existe ce qu'on appelle des projets stratégiques. Des projets qui ont une imbrication incidentielle sur l'ensemble des secteurs de la vie nationale. Un groupe de panel faisait état de ce que représentent les apports en termes de contribution, de paiement, lorsqu'il y a un bateau qui quitte Anvers et qui devrait en principe accoster à Matadi, mais par manque d'un port en eau profonde. Et donc, tous ces bateaux s'arrêtent naturellement en Pointe-Noire. Et ça fait des rentrées énormes pour la République populaire, la République du Congo-Brazza. Aujourd'hui, le président de la République, qui voudrait la remontada de la République, aurait souhaité, parmi les projets prioritaires, aller dans le sens de mettre en route ce projet et qui va faire des grandes rentrées parce qu'il y a trop de coûts de transaction lorsqu'il faut passer par Pointe-Noire. Et cela n'exclut pas le président Thiamordicus à ce que, outre le port en eau profonde, qu'on puisse justement mettre en place la route, le pont Kinshasa-Brazzaville. Là aussi, c'est un projet prioritaire parce que ça permet le Congo de desservir en termes de services de services, de biens au niveau de l'Afrique centrale, avec un potentiel de consommateurs de 350 millions de personnes. Et donc, on est branché sur cette question-là. Raison pour laquelle j'ai toujours dit il va falloir que notre classe politique soit éclairée au lieu d'être acculturée. Il y a des grands projets qui peuvent relever le défi du Congo. Mais à combien de temps faut-il véritablement les réaliser? Il faut du temps. Mais entre-temps, quand vous regardez le mandat d'un président de la République chez nous, c'est 5 ans. Or, en réalité, un port comme celui-là de Banana, ça a pris beaucoup de temps pour qu'on fasse les études de faisabilité. Et jusqu'aujourd'hui, dès lors qu'on est en train véritablement de poser la première pierre, et donc les études doivent continuer pour l'opérationnalisation. C'est que très clairement, un mandat de 5 ans ne suffit pas pour qu'on puisse booster le pays. Et nous, panafricanistes, nous avons toujours dit, est-ce qu'il faut véritablement opter pour un mandat de 5 ans simplement parce que les droits gréco-romains utilisés par la Belgique, utilisés par la France, souhaiteraient que ce soit 5 ans au moment où même la France, il n'y a pas longtemps, Mitterrand a fait les 2 mandats, 7 à 14 ans. Et nous, qui avons tout comme problème, Mitterrand a trouvé un pays déjà prospère. Et nous, le pays est en difficulté. Le président de la République le disait dernièrement, que nous étions déjà morts. C'est effectivement pour expliquer un peu la gravité du truc béant que nous avons trouvé sur le terrain. Et donc, tout cela faisant commune montre très clairement qu'au moment où nous sommes en train de réaliser ce projet, c'est au même moment que nous devons réfléchir sur notre système politique, au même moment que nous devons réfléchir sur notre système éducatif, parce que l'imbrication incidentielle entre ces différents secteurs vont donner à ce que nous puissions véritablement changer notre pays. Coup de chapeau, Monsieur le Président de la République. Vous êtes toujours en train de faire des choses exceptionnelles là où vous presse nécessaire. Non, il faut pas comparer parce que la comparaison n'est pas raison. Mais en tout cas, là, les Nékong ont compris finalement qu'il n'y a pas d'injustice et que des projets qui ont une imbrication sur le Congo doivent être réalisés n'importe où, n'importe quand. Encore que c'est le Congo et les Congolais qui en bénéficient. Hein. Il ne s'agit pas même pas des Nékong ici en fait. Mais salue également le président, vous l'avez dit, hein, il est au Sankourou. Il est allé même dans le village natal de Patrice Emery Lumumba. Il s'est rendu compte de la situation, etc. Vous voyez, il réalise des choses dont on sent qu'effectivement, il est guidé par des esprits divinisés qui nous voient, mais que nous ne voyons pas, et qui pensent qu'aujourd'hui, plus que jamais, le Congo, qui constitue la gâchette du revolver en Afrique centrale, et qui a retardé le développement de l'Afrique, il faut qu'il y ait un gars
dont on donne une torche pour éclairer l'avenir, et c'est Félix Tshisekedi, et nous sommes avec lui dans la perspective de pouvoir changer les choses. Tout à fait, Norbert Yamba Yamba, la grandeur de l'homme, c'est le respect de la De la parole parole donnée, un rêve devenu réalité. Tout à fait. Aujourd'hui, quittons le Congo central pour nous rendre dans l'espace Grand Kasaï. Auparavant, le président de la République a effectué une descente dans l'espace Grand Kasaï. Question de se rendre effectivement compte ou de palper du doigt les réalités dans cette partie de la République. Vous êtes passé inaperçu. On vous a vu parmi les notabilités du Sankuru rangé à cette occasion à l'aéroport ou à l'aérodrome de Lodya. Comment avez-vous accueilli la présence du chef de l'État au Grand Kasaï? D'abord, je salue et je félicite tous les enfants, les fils, filles du Grand Kasaï, qui n'ont ménagé aucun effort pour accueillir avec faste le président de la République. Étant notable, j'ai également profité de l'occasion pour descendre de manière à préparer la population venue nombreuse accueillir notre chef de l'État. Mais là, il faut dire que l'UDPS a été, depuis plusieurs années, le dindon de la farce sur Sankuru. Si le Kasaï oriental a 169 000 km², le Sankuru seul prend 104 000 km². Donc 3 fois la Belgique, 4 fois le Rwanda, plus. Mais malheureusement, l'UDPS qui a été créée en 1982 a connu ces dignes fils du Sankuru impliqués dans les combats, les gens de la trappe du professeur Djelo Mpenge, paix à son âme, les gens de la trappe de l'honorable Bassanga, paix à son âme. Aujourd'hui, c'est très clair que beaucoup de gens qui ont crié à l'UDPS à son temps ont fini par basculer dans les 37 ans à choisir là où il y avait le pouvoir. Au point où les quelques rares qui ont résisté depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, on n'est pas nombreux. Certainement qu'aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle le caucus de l'UDPS Sankuru à Kinshasa, dont on retrouve son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, j'allais dire, Monsieur Daniel Asselo Kitankoy, dont on retrouve Monsieur Mila Sele, on retrouve Norbert Yamba Yamba, et on retrouve beaucoup d'autres collègues qui sont avec nous au sein du caucus. Mais écoutez, pendant 37 ans, nous n'avons pas eu de postes. Parce que lorsqu'on a de postes, on peut pouvoir organiser davantage le parti. Entre-temps, nous étions menacés, vous ne pouvez pas imaginer, que ce soit au niveau du régime Mobutu, que ce soit au niveau du régime Kabila, etc. Bon. Le président arrive la première fois, il n'y a pas longtemps, en fait, nous avons un vice-premier ministre, ministre Daniel Asselo, et nous avons pensé, sincèrement, ne serait-ce qu'avoir une représentation sur place pour montrer au président de la République que le Sankuru, à l'époque, a été dominé par l'UDPS, mais par transhumance, par revirement, on n'est plus nombreux. Mais on est dans la mémoire collective. Raison pour laquelle les collègues ont estimé que je pouvais accompagner le ministre Asselo pour qu'on aille préparer la population de manière à accueillir le président avec faste, certainement avec nos nouveaux alliés qui se retrouvent au niveau de l'Union sacrée, pour la plupart n'ont pas les cœurs dans l'ouvrage. Et raison pour laquelle je me suis retrouvé à Lodya, vous l'avez vu, et nous avons accueilli le président, nous avons réussi, parce que nous n'avons pas de radio,
toutes les radios appartiennent naturellement aux alliés. Et nous avons utilisé, parce que nous avons une voix qui porte. Et nous avons organisé des réunions marathon. Et je crois que nous avons eu gain de cause jusqu'à ce que le président ait été reçu comme un messie. Vous avez utilisé la politique de vos moyens. Nous avons utilisé la politique de nos moyens, mais nous sommes spécialistes en campagne, en cascade. Avec Étienne Tshisekedi, moi, votre frère qui parle. Très bien, c'est pas un fait anodin. C'est qu'il faut aussi retenir Lumumba-Ville, revêtu d'un statut particulier de l'entité urbaine, n'a pas échappé à l'attention du couple présidentiel qui s'y est rendu. Il faut parler de la visite du village du héros. Oui. Patrice Emery Lumumba, ça vous a marqué? Quel commentaire vous avez? Vous savez, les Sankourou s'est organisé au travers l'arrêté de l'ancien gouverneur, Joseph Moukoumadi, en mettant en place ce qu'on a appelé le panel, n'est-ce pas, pour les préparatifs du retour des reliques de Patrice Emery Lumumba. Nous avons travaillé dur, pour discuter avec la cellule de la présidence de la République, qui est aujourd'hui pilotée par notre frère Balofou Kaninda. Nous avons discuté avec le Premier ministre, une équipe restreinte en fait, pour discuter de toutes ces questions. Nous avons vu les enfants de Lumumba, etc. L'idée en fait, c'est que Lumumba soit enterré avec dignité. Et nous avons lancé plusieurs fois des adresses au président de la République, ou à toutes les autorités compétentes sur la question. Mais nous avons demandé, cette fois-là, au regard que nous étions déjà au mois de décembre, solliciter le report, n'est-ce pas, du retour des reliques, de manière que Lumumba soit enterré avec considération. Dieu merci, comme le président a toujours été à l'écoute, il a accepté naturellement notre proposition et il a estimé qu'il était quand même nécessaire qu'il aille voir de vive voix, n'est-ce pas, physiquement, Lumumba-Ville qui a été effectivement reconnu comme une entité territoriale décentralisée à l'échelle de la ville. Et voilà, nous remercions tous les panels du Sankourou. Saluons, n'est-ce pas, le président de la République pour avoir été personnellement sur le terrain, se rendre compte de ce que peut représenter les deuils au Sankourou et comment mettre en route, n'est-ce pas, cette ville qui donne le nom à l'héros national, ce digne fils, etc., avec toutes les mesures qui peuvent être prises dans le sens de pouvoir restaurer les attributs du pouvoir par rapport à cette entité. Nous les saluons et nous les félicitons. Nous saluons également le président de la République pour avoir, n'est-ce pas, accepté de travailler avec le gouvernement et mettre en place un chronogramme qui va déterminer le retour des reliques jusqu'en juin. Et nous félicitons également le Premier ministre pour avoir déjà posé la première pierre pour le mémorial qui serait érigé en l'honneur de Lumumba. Mais ce que nous demandons, c'est que maintenant que nous nous mettons tous d'accord que dans la trajectoire de janvier en juin, il est tout à fait normal que le Premier ministre, sous l'œil du président de la République, c'est évident, puisse convoquer les différents acteurs. Les différents acteurs ici, vous entendez la cellule de la présidence, vous avez le Premier ministre, vous avez la famille Lumumba, qui est composée de ses enfants, vous avez le panel du Sankourou qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup réfléchi et qui a défini les différentes activités à réaliser. Il faut prendre également les gens de la province de la Tchopo, où il a été, où il a fait son travail. Il faut prendre également les gens du Haut-Katanga également, pour qu'on se mette ensemble, qu'on définisse naturellement les différentes activités, qu'on détermine le chronogramme et qu'on ait un paquet sous forme d'un agenda stratégique qui nous permette, n'est-ce pas, de pouvoir aller activité par activité pour éviter d'aller de report à report. Ça, c'était la voix et la déclaration, n'est-ce pas, du panel du Sankourou, du panel des experts du Sankourou. Et nous sommes dispos
nous sommes dispo, nous sommes à 8, mais dispo de pouvoir être au service de la cellule, à la fois du gouvernement, que ce soit celle de la présidence, pour qu'ensemble, on voit très concrètement comment ces choses peuvent se passer. Parce que nous avons mis du temps et nous avons réfléchi et nous avons décrit comme totalement les différentes activités, etc. Nous pouvons leur être utiles dans l'opérationnalisation de ces projets. Coup de chapeau à tous ceux qui se battent à longueur de journée de que le Lumumba rentre dans notre pays, parce que, croyez-moi, tous les êtres, tous les esprits supérieurs, et les panafricanistes m'écoutent, tout celui qui est un esprit divinisé ne peut pas errer. Il faut lui trouver une résidence. Et tant que la dent de Lumumba n'est pas enterrée dans des conditions normales, et il est tout à fait normal que cet esprit sera toujours en pleine agitation et le Congo ne trouvera pas son compte. Et je termine par rapport à ça pour dire que l'exemple du Ghana, le président Kwame Nkrumah a été l'un des plus dignes fils du Ghana. Et c'est lui qui a promotionné le Ghana en réclamant l'indépendance en 1957. Il a été le premier président. Avec la guerre froide, le président a connu un coup d'État en 1966 jusqu'à ce qu'il est mort dans des conditions minables. On prend le corps, on va l'enterrer, n'est-ce pas, au village, dans des conditions anormales. Mais le Ghana est entré dans un cycle d'insécurité permanente et récurrente. Et il fallait un président, le capitaine Jerry Rawlings, qui est revenu, qui est lui aussi intervenu, paix à son âme, c'est parmi les divinités africaines. Il est allé prendre le corps, n'est-ce pas, de Kwame Nkrumah au village. On a monté vraiment, n'est-ce pas, un monument à Accra. Aujourd'hui, le Ghana est la 10e puissance économique d'Afrique. Le président qui sort félicite le président qui entre. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de haine. Ils s'engagent tous au développement. Et donc, nous avons des hommes qui, en réalité, se sont sacrifiés pour l'intérêt général. Ici, je prends Patrice Emery Lumumba. Il faut lui trouver une résidence. Nous avons des gens comme Étienne Tshisekedi, qui tous ont oublié leur famille. Ce qui est en train d'être fait, d'ailleurs. Et au moins, Étienne a trouvé sa résidence. Laurent Kabila a trouvé sa résidence. Il faut faire en fait. Il faut faire que Patrice arrive, il va trouver son. Très bien. Le président est aussi favorable. Oui, Norbert. Pourquoi pas le retour de Mobutu? Pourquoi pas le retour du maréchal Mobutu? Voilà. Monsieur Norbert Yamba, partout où il est passé, les revendications de la population sont restées les mêmes. Du Kasaï oriental à la province du Sankuru, en passant par le Kasaï central, les Kasaï, la Lomami, le tableau dressé par le chef de l'État est vraiment sombre, vraiment sombre. Pensez-vous que la tâche sera facile pour le chef de l'État de remonter la pente à quelques jours seulement, ou quelques mois si vous voulez bien, du rendez-vous électoral de 2023? Non, le pays continue, hein. Le pays continue, mais chacun a une période bien déterminée pour gérer la République. Il joue sa partition et le pays continue. Le pays continue, mais le temps passe. Le temps ne passe pas parce qu'on pose des actions. On pose des actions. Vous savez, le Congo, c'est le pays problématique par excellence. Le Congo est dans un sommeil des morts, complètement. Déjà en 2000, le PNUD avait fait une étude. Et de résultats de cette étude, les résultats ont démontré que pour rentrer à la situation de 1960, où le Congo était parmi les pays en revenu intermédiaire, au même titre que le Canada, l'Afrique du Sud, la Corée du Sud. Le Canada aujourd'hui, c'est 8e puissance économique du monde. L'Afrique du Sud, c'est parmi les 5 pays émergents et qui avoisinent 400 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. La Corée du Sud, qui avait 258 dollars par habitant par an, le Congo à l'époque c'était 368 dollars par habitant par an. Aujourd'hui, le Congo a 450 à 500 dollars par habitant. Le Corée du Sud, qui était moins que nous en 1960, a 32 000 dollars par habitant par an, 1300 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. Le Congo n'a que 50 à 54. Ça, c'est la moyenne. C'est que très clairement, le Congo est à genoux. Le Congo a retardé le développement de l'Afrique. Alors, vous allez dire, un pays sous-continental,
80 fois plus que la Belgique. 4 fois et demi plus que la France. Des grâces. Vous dites, en 2 ans, il faut le relever. Vous savez que nous avons 145 territoires. Nous avons 1450 entités territoires décentralisées. Les villes, les communes, les secteurs et les chefferies. Un secteur chez nous, ça représente un pays. Vous prenez Sao Tomé principe, 1000 km². C'est 2 fois la ville de Kinshasa. Vous imaginez? C'est un pays. Alors, dans 2 ans ou 5 ans, vous allez le relever? Moi, je dis non. Mais il faut avoir la volonté de poser des actes qui vont dans le sens de pouvoir sortir le pays de son sommet de mort. Et c'est ce que le président est en train de faire. Et le premier geste, outre le programme national stratégique de développement, le président a mis en place un certain nombre de programmes sectoriels, outre les différentes agences qui sont créées. On parle de plus en plus aujourd'hui du programme du projet de 145 territoires. Vous savez que nous avons 145 territoires. Quand vous prenez par exemple le territoire de l'Omila, c'est la même chose, même superficie que la République du Rwanda. Alors vous avez 145 territoires. Et le président dit, ok, certainement que le temps est relativement court. Engageons-nous. Parce que quand vous arrivez dans les territoires actuellement, vous ne trouvez ni la maison de l'administrateur et de son adjoint. Par le passé, il y en avait. Vous voyez des bâtiments qui montrent la tribu du pouvoir. Le moyen de mobilité pour les administrateurs. Les différents services comme l'agriculture, les services de l'environnement, les services de développement rural, tous ces services, vous avez des chefs de service avec leur maison. Voilà. Tout ça n'existe pas. Vous allez dans les secteurs. Vous allez trouver les chefs de secteur. Des bâtiments en dur. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Tout est tombé. Tout est démoli. Vous allez les écoles inopérationnelles, dans les pailles. Ça ne marche pas. Pour entrer dans une salle, il faut s'incliner. Il n'y a pas de bancs. Au niveau des territoires, dans les 145 territoires, vous ne trouvez même pas de l'électricité. Je prends le territoire de l'Oja, qui est une grande agglomération, à l'est de la République de Guinée équatoriale. 1 700 000 kilomètres, 1 700 000 habitants. Mais même pas l'électricité. Et vous avez 2 millions de personnes en train de vivre sans électricité. On fait quoi? C'est pratiquement la République du Gabon. Et donc, le président a estimé que maintenant plus que jamais, pourquoi ne pas construire de nouvelles écoles? Aujourd'hui, on dit non, la gratuité a connu des problèmes, etc. On dit, construisons les écoles. Et on détermine un chiffre réel où on va arroser sur l'ensemble du territoire national. On responsabilise, n'est-ce pas, des institutions qui ont une expérience cumulée dans la matérialisation physique de ce genre de projet. Donc, sincèrement, on ne va pas tout terminer. Mais au moins, on aura posé un premier pas. Et le premier pas a toujours été le plus long. Encore que les Congolais aient la lucidité nécessaire pour comprendre que le chef a la volonté de faire des choses et que maintenant, le temps est relativement court. On dit non, mais bon, pour que la démocratie réussisse, il faut faire comme la France. Arrêtez! On va faire comme la France. Celui qui aujourd'hui, Macron, il a trouvé que François Hollande a travaillé. François Hollande a trouvé que Sarkozy a travaillé. Sarkozy a trouvé que, bon, Chirac a travaillé. Chirac a trouvé que, bon, Mitterrand a travaillé. Et puis bon, jusqu'à Pompidou, Général de Gaulle, etc. Donc, nous ici, tout est problème. Vous donnez 5 ans, mais ça ne représente rien. Et là, on a besoin qu'on y réfléchisse. La situation est catastrophique. Franchement, le tableau est sombre, comme je venais de le dire tout à l'heure. Mais suivons d'abord ce qu'a dit le président. Le président s'est exprimé en ce terme. En lingala, bien entendu, toye mpo nakoiba mboka oyote, koboma yangote. D'ailleurs, eloko ya koboma, ezali susute, et si ekufa. En français, autrement dit, nous ne sommes pas arrivés au pouvoir pour voler ce pays, ni pour détruire, car tout est déjà par terre. Ce propos du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à l'Odia, c'était le 5 janvier 2022, ont suscité diverses interprétations au Congo. Mais au-delà de petites phrases polémiques, quelles sont les leçons à tirer de la tournée du président dans l'espace Grand Kasaï? Ça fait couler beaucoup d'encre, on en parle, la polémique se poursuit jusqu'à ce jour. Dites-nous quelles leçons à tirer.
Non, il faut que nous ayons des intellectuels. Le pays est en situation de détresse. Le pays est en situation difficile. Le pays est dans une problématique problématisante. Lorsque nous avons des petits instruits, non, je retire ça. J'allais dire que si nous avons essentiellement les diplômés acculturés, qui ne sont pas éclairés, on risque de prendre beaucoup de temps. Je vous ai dit que l'étude de 2000 avait démontré qu'on était déjà par terre, simplement parce que les conclusions de l'étude nous disaient que si nous changeons notre manière de faire les choses, si nous changeons notre comportement, notre état d'esprit, etc., et vouloir revenir à la situation de 1960, où nous étions un pays en revenu intermédiaire, il nous faut faire 75 ans. Mais si nous ne changeons pas les attitudes que nous avons aujourd'hui, ces discours populistes de pouvoir tromper la vigilance, n'est-ce pas, de notre peuple, à ce moment-là, nous risquons de faire 1 siècle, 2 siècles, jusqu'à millénaire. Le président de la République a fait un exercice important dans le processus de diagnostic. Lorsqu'on veut traiter un malade, il faut diagnostiquer. Et pour diagnostiquer, on utilise ce qu'on appelle des concepts. Mais chaque concept est polysémique. Chaque concept a un sens. Il faut le contextualiser. Vous voyez, c'est très important. Lorsqu'il dit Mbokese Koufa, Tokoyi Bati, mais il faut prendre tous ces éléments-là pour comprendre que le président était dans un diagnostic, en disant que nous avons la volonté. Aujourd'hui, notre pays qui aurait pu véritablement booster tous les citoyens de la République, on n'a plus besoin de voler parce qu'il n'y a rien à voler. Ce qui nous importe pour l'instant, c'est de travailler pour que nous puissions changer la situation. Le pays. Changer la situation. Voilà. Et j'entends les gens faire des interprétations en disant, oh, on est seulement malade. Attention. Nous, on est dans un sommeil des morts. Ça, c'est un problème. L'âme du Congolais. Il faut prendre la voiture. Il faut vous promener sur la route. Vous allez voir à quel niveau on en est. Et tous ceux qui clament aujourd'hui, qu'ils soient fonctionnaires, qu'ils soient paysans, etc. Est-ce que chacun véritablement joue son rôle? Le paysan qui prend tout son temps à prendre l'alcool et à crier à longueur de journée, ce paysan-là qui ne va pas au champ, qui ne travaille pas, il endosse aussi la responsabilité. Il amène de même des hommes politiques qui, tout le temps, ils sont simplement en train de faire des déclarations politiques. Vous savez, les déclarations politiques sont bonnes, certes, mais il faut réfléchir sur les alternatives. Le grand malheur, c'est qu'on est dans un trou béant et on a besoin que nous réfléchissions sur les alternatives, c'est-à-dire des offres politiques qui nous permettent de pouvoir éclairer l'avenir de notre société. On ne trouve pas ces hommes politiques-là. Ils profitent de petites choses élémentaires, etc., pour aggraver déjà la situation déjà précaire. Non, ce que le président avait dit, c'est une conscience que la situation n'est pas ce que nous souhaitons. La situation est dramatique, elle est même gravissime. Il faut donc avoir des hommes brillatissimes qui s'investissent avec détermination, pas pour piquer l'argent de l'État, mais pour travailler dans le sens de pouvoir changer le pays. Et moi, je considère, j'ai été au stade lorsque le président disait ça, et j'ai compris tout le feeling politique qu'il y avait autour véritablement de cette déclaration. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, sincèrement, si le chef de l'État peut partir, quelqu'un d'autre viendrait. Mais qui cet homme-là qui viendrait, qui nous dit comment il va mener notre pays et en quelle destination il va aller avec nous? Rien du tout. Et donc, on va choisir les gens sur base de leur beauté, de leur déclaration tapageuse. Combien de personnes ont été élues députés dans la ville de Kinshasa, simplement parce qu'il a eu le micro, simplement parce qu'il a fait autant de déclarations, mais qui se retrouvent au Parlement, qui se retrouvent au niveau du gouvernement, ils ne font rien. Ils ne font rien. Il faut que l'on dépasse ces moments-là, profitant véritablement de la résignation, de la naïveté de notre peuple. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, ceux qui pensent que le Congo vaut plus que les intérêts individualistes, nous devons être derrière le président de la République. Je salue tous ceux qui ont adhéré à l'Union sacrée pour qu'ensemble, avec le président, on puisse relever les défis. Mais je déplore que parmi ceux qui ont adhéré à l'Union sacrée, ceux qui ont des agendas cachés. Parce que je vis comment au Sankourou. Tout à fait, nous allons en parler. Après sa visite dans l'espace Grand Kassai, le président de la République a lancé le projet de développement des 145 territoires. Ouais. Ok, tout à fait. Territoires qui composent la RDC. Quelles sont les chances que vous accordez
à la réussite de ce projet, quand on sait déjà que le projet 100 jours du chef de l'État, le projet Tillet Gelou et tant d'autres peinent à décoller, c'est-à-dire qu'ils ont fait l'objet de détournements décriés par tous. Vous estimez que cette fois-ci ça ira? Ça ira. Le premier pas, c'est le premier pas qui coûte et qui compte d'ailleurs, mais dès le premier pas, ça ne marche pas. On essaie un peu de tenter l'expérience avec le projet Tillet Gelou. Là aussi, ça ne marche pas. On essaie d'avancer. Vous croyez que cette fois-ci, ça sera... On est humain, Benjamin. On est humain. On peut tirer des leçons. L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. C'est diabolique, mais c'est comme ça qu'il faut tirer des leçons, il faut tirer des enseignements pour savoir quelles ont été les forces, quelles ont été les faiblesses. Mettons les forces au frigo. Mais quels sont les garde-fous? Mais c'est un projet, cher Benjamin. C'est un projet. Et le projet, c'est une réponse à un problème qui se pose. Lorsqu'on parle de 100 jours, Benjamin, il faut qu'à un moment donné, que la classe politique ait la maturité nécessaire pour apprécier le fait. 100 jours, ça représentait 42 millions de dollars. Sur les 442 millions de dollars, tout n'a pas été exécuté. Toute proportion réservée, on est allé dans les 344 millions de dollars. S'il vous plaît, mon ami. Regardez en termes de réalisation. Parce qu'on tire des conclusions non concluantes sur l'ensemble du projet. Mais on n'a pas les éléments d'appréciation sur base d'une matrice pour tirer des conclusions. 344 millions en descente de 500 millions. Qu'est-ce que cela représente en termes de moyens d'État? Mais c'est avec ça qu'on a construit des routes. 82% de prévisions. On a construit des écoles. 87% de prévisions. On a construit des centres et réflexions, même des hôpitaux. C'est avec ça qu'on a construit des maisons préfabriquées. C'est avec ça qu'on a amorcé la gratuité de l'enseignement qui, aujourd'hui, a permis 6 millions d'enfants d'aller à l'école. On va dire, écoutez, non, mais écoutez, les infrastructures, il y a trop de problèmes. Oui, quand on ne commence pas quelque chose, on ne commencera jamais. Il faut commencer quelque part. Au moins aujourd'hui, on est rassuré qu'il y a tel problème. Et sur base de tel problème, on met en place un système de problèmes correspondant à un système de solutions. C'est comme ça que la société se gère. Si on n'a pas tenté de pouvoir commencer à appliquer l'article 43, qui a été d'ailleurs promulgué par le gouvernement précédent, et donc on n'irait nulle part. Donc, ce projet-là de 100 jours, certainement qu'à un moment donné, il y a eu des détournements, mais ces détournements ont été mis en nid. La justice a fait son travail, chacun a joué sa partition. Ça aussi, ça fait partie véritablement de la vision de l'IDPS, l'état de droit, où il y a une répartition des rôles. Mais Norbert Yamba, qui détourne cet argent destiné à la construction de ce pays? Vous savez que tout le monde pleurniche. Qui détourne et pour quelle raison? Non, mais écoutez, son pays, même le paysan là, qui est au village, qui ne paye pas sa taxe, qui ne paye pas son impôt, lui aussi détourne l'argent de l'État. Il faut qu'à un moment donné, vous savez, moi j'étais en Inde. Avec le respect des coutumes de leurs ancêtres, même quand vous ne payez pas la taxe, vous êtes condamné vous-même par le tribunal de votre conscience. Vous voyez, s'il y a détournement, et on en a fait profession dans notre pays, c'est tout simplement parce qu'effectivement, il n'y avait pas une volonté politique. Aujourd'hui, au moins, on sait que tel a détourné, à quelle proportion il a détourné. C'est qu'on responsabilise les différentes structures de dissuasion. Aujourd'hui, l'IGF est au devant de la scène. La Cour des comptes, aujourd'hui, est en train d'être requinquée. Écoute, le cours et tribunaux sont en train d'être requinqués. Le Parlement, l'Assemblée nationale comme le Sénat, nous sommes en train de nous battre pour que ça soit véritablement un défi pour tout le monde, etc. La société civile qui doit professionnaliser, sortir d'un écosystème politique de pourriture intrinsèque pour aller véritablement dans le monitoring de l'action publique. Certaines ONG sont en train véritablement de travailler. C'est cette répartition de rôle, c'est cette interaction dynamique, c'est ce système de surveillance mutuelle qui permet la congruence et la performance institutionnelle. Et vous, la presse, vous devez travailler, pas pour faire des déclarations d'une globalité globalisante, mais faire des déclarations sous base d'une investigation disant, voilà, tel a détourné, à quelle proportion il a détourné, et qu'est-ce qu'il reste à faire. Vous parlez des projets Tillet Gelou. Mais
personne ne dit combien de temps ce projet a été conçu, quelles sont les différentes activités prévisionnelles qu'on a retenues, combien d'argent en termes de coûts on a réservé, et combien d'argent a été rendu opérationnel, il reste combien de temps, et qu'est-ce qu'on fait avec les différentes autres activités. Le projet n'est même pas à la fin. On a déboursé 3 millions de dollars, on n'a même pas fait des estimations par rapport à ce qui a été réalisé. Tout de suite, on lance des boulets rouges. Mais ni qu'était la démocratie, ni qu'était la transparence, dans cette approche cybernétique, personne ne les saurait. Il faut saluer naturellement l'apport du régime lorsque ceux qui sont censés être des conseillers du président de la République sont indexés ou stigmatisés devant des situations comme ça. C'est que quelque part, le Congolais est en train véritablement d'être restitué aux Congolais. J'allais dire, le Congo est en train d'être restitué aux Congolais. Et donc, en tout état de cause, c'est une avancée spectaculaire par rapport à la transparence prônée par le régime. Il faut que nous puissions davantage positiver. Si hier, avec 100 jours, il y a eu des détournements, encore que ce qui ne prennent pas les 20% de ce qui représente le coût global de ce qui a été prévu, si avec Thierry Gelou, ça ne prend pas, même pas le 10e du montant prévu, alors, maintenant, on dit non, tout cela n'a pas servi de leçon. Et donc, même le projet 145 jours ne va pas réussir. Moi, je dis, ben, ça frise un peu un débat de caniveau, quoi. Donc, comment pouvez-vous imaginer que nous avons réalisé autant de projets? Certes, il y a eu des douleurs d'enfantement. On a tiré des leçons. Pouvez-vous imaginer que le président de la République puisse accepter de quitter Mbujimayi vers Cabinda en véhicule? Et Dieu seul sait, moi, j'ai fait ce chemin, cette route-là. C'est une très mauvaise route. Mais on a dit au président qu'il y a eu un travail qui a été fait. Il a pris de risques sans hélicoptère de secours. Et il va traîner dans la route. Dis, mais quelle volonté? Qui peut prendre ce risque-là, s'il vous plaît? Un président de la République qui est habitué à rester dans des bureaux climatisés. Tout cela, c'est la volonté. Et nous devons être en mesure, ne serait-ce que, de saluer ce qui se fait de manière positive. Mais encore que bon, il faut retenir que le Congo est dans une sorte de restructuration géographique qui donne 3 niveaux de gouvernance. Les niveaux central, les niveaux provincial et les niveaux local. Et donc, le gouvernement central a ses responsabilités, a ses compétences, a ses prérogatives. Il y a le gouvernement provincial, a ses compétences, a ses prérogatives. Je prends l'exemple du gouvernement central, c'est 36 compétences. Et le gouvernement central ne peut pas aller en dehors des compétences qui lui sont dévolues par la Constitution et les lois sectorielles. Il y a aussi le gouvernement provincial, 29 compétences. Il y a 11 compétences partagées. Les villes, les communes, les secteurs, les chefferies. Chaque entité a un budget, a un programme. Est-ce que nous avons le temps de pouvoir analyser ce qui se passe? Qui pensait que c'est 3 millions d'habitants. C'est plus que la République du Gabon. Est-ce qu'on a un jour posé la question, n'est-ce pas, au bourgmestre de Kimbaseke, pour savoir qu'est-ce qu'il a fait de cette commune-là? On a reconnu la décentralisation. La ville de Kinshasa, je veux poser vous, les journalistes. Connaissez-vous le budget de la ville de Kinshasa? Alors, est-ce qu'on pose la question pour savoir si la ville de Kinshasa réalise ou n'a pas réalisé? C'est cela. Le gouvernement central a ses compétences. Le gouvernement central ne peut pas empiéter les compétences du gouvernement central. Chacun doit faire son travail. Nous avançons notre descente en douceur. Les élections, c'est en 2023. Vous êtes cadre de l'UDPS et Tshisekedi. S'il vous était demandé de dresser un bilan à mi-parcours de Félix-Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême du pays. Non, le président de la République est très volontariste. Il se bat sur un terrain assez glissant. Parce que il hérite un personnel politique qui commence d'il y a 50 ans. Il y a un personnel politique qui a travaillé avec Mobutu. Il y a un personnel politique qui a travaillé avec Kabila. Pendant 50 ans, c'est le même personnel politique qui a acquis des habitudes, qui a acquis un comportement, qui a acquis des attitudes, etc. Et vous savez qu'un homme ne peut pas tout de suite rejeter les acquis, les comportements à 6 mois. C'est ce même personnel politique qui a exercé des responsabilités pendant 50 ans. Et c'est le même personnel politique qui est avec le président Tshisekedi et qui a dit qu'on peut travailler ensemble et faire fonctionner autrement le pays. Est-ce qu'ils vont changer le même jour?
Tout ce que nous, on est en train d'entendre, qui a fait ceci, qui a fait cela, ce sont des douleurs d'enfantement liées, n'est-ce pas, au déménagement, n'est-ce pas, de système vers un autre système. Hier, il y a eu des gens qui ont détourné de l'argent, il y a eu des gens qui se sont achetés des avions, il y a eu des gens qui se sont achetés des bateaux, il y a eu des gens qui se sont enrichis, qui ont pris les maisons de l'État. Qui savait que tel ou tel a pris tel montant? Mais c'était un calme de cimetière. C'était une complicité, une complotation contre tout un peuple. Et donc, lorsqu'on vient, on veut mettre un état de droit, on dit chacun doit jouer sa partition. Toutes les structures de dissuasion, prenez vos responsabilités. Moi, je ne peux pas m'insérer. Eh bien, la vérité éclate. On dit non, voilà votre régime, toujours des millions. Mais arrêtez des conneries. Donc, le régime du président Tshisekedi est sur la bonne voie. Mais lorsqu'on veut apprécier la performance de ces régimes, il faut séquencer, il faut diviser la période à 3 niveaux. La première période, c'est justement cette période où il y a eu un projet de 100 jours. Beaucoup critiquent le projet de 100 jours parce qu'il y a eu certains détournements. Mais je dis que s'il y a eu détournement, on n'est pas au-delà de 10% de ce que représente le budget qui a été accordé et qui a fait des performances terribles. Deuxièmement, la période de Premier ministre Ilunga Kamba, qui part de novembre jusqu'à mai ou en juin 2021, 2 ans durant. Et vous savez que pendant cette période, 65% des ministres venaient, n'est-ce pas, du FCC, notre allié, qui n'avait vraiment pas le cœur dans l'ouvrage et qui visiblement résistait, n'est-ce pas, à un certain nombre de décisions qui ont été prises au Conseil des ministres, juste pour humilier le président de la République, le peuple congolais. On va apprécier le président de la République pendant que donc on vote un budget, on détermine un montant, le Conseil des ministres lève l'option et faites sortir l'argent, on refuse de sortir l'argent pour humilier les chefs. Vous dites non, il endosse la responsabilité par rapport à ça. Et même quand vous êtes intellectuel, vous voulez véritablement tirer des conclusions non concluantes autour de ces différentes périodes. Nous avons la 3e période, c'est celle de Samalou Kondé, où vous avez une équipe loyale. Et vous voyez ce qui est en train de marcher. La rapidité dans la prise de décision, la rapidité dans la réalisation. Donc, sincèrement, globalement, les 3 ans ont été très très difficiles, mais la volonté du président est là. Des choses ont été réalisées, en tout cas. Et vous ne pouvez pas comparer un régime de 18 ans avec 6 mois. Ah non. Tout à Donc, fait. le faire, c'est véritablement l'occasion de vous faire parler de l'UDPS, votre parti. Mais bien avant cela, dans l'opinion, une vague des nominations est annoncée à différents niveaux de l'appareil institutionnel. À en croire les observateurs bien avertis, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris son temps avant d'agir, c'est-à-dire de procéder à un remue-ménage. Son cabinet, rapporte-t-on, ne sera pas épargné, sans compter le gouvernement qui n'échapperait à cette occasion, à cette tempête. Bien entendu, pour Félix Tshisekedi, 2022 est l'année de tous les enjeux. Il voudrait, dès lors, cette fois-ci, s'entourer des gens crédibles, des véritables warriors, prêts à se jeter dans la bataille politique pour traduire en résultat les grands défis de son quinquennat. Dites-nous, qu'est-ce que votre commentaire? Oui, ça va de soi. Hein. Le président de la République a fait 3 ans. Il a eu l'occasion de connaître les hommes et les femmes, leurs compétences, leurs profils, leur niveau d'intégrité. En tant que manager, il saura comment il va faire. Mais moi, je voudrais parler pour le compte de l'IDPS. Oui, ne prenons pas le temps de parler qui est vainqueur, qui est vaincu. Le parti est organisé avec ses différentes structures. Il y a eu des décisions qui ont été prises. On le respecte. Mais il faut se réorganiser davantage. S'organiser davantage suppose qu'on puisse construire un ancrage territorial, sociologique et institutionnel. Aujourd'hui, l'UDPS, certes, nous avons un président de la République, mais nous avons la difficulté parce que nous n'avons pas autant de parlementaires, nous n'avons pas autant de sénateurs, etc. Certes, on est dans une union, mais beaucoup de nos compatriotes n'ont pas les cœurs dans l'ouvrage. Je prends par exemple le Sankourou.
vous avez des hommes qui adhèrent à l'Union sacrée, mais qui combattent véritablement l'UDPS. J'ai vu, hein, même dans certains journaux, etc., on les robotise. On dit non, 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 il y aura remaniement, et comme il y aura remaniement, et donc celui de l'UDPS doit partir parce qu'il est ici de ceci ou cela, quelqu'un qui a été au devant de la scène, quelqu'un qui a travaillé pendant longtemps, qui s'est battu, etc. Non, c'est pas correct. Et ce sont nos compatriotes de l'Union sacrée qui acceptent d'être avec nous, et ce sont eux qui font distiller de telles propagandes. On veut nous gêner comme nous on a été, va accueillir le président de la République, et ils ont beaucoup d'argent, beaucoup de drapeaux, beaucoup. Et ils savent que bon, quand on va vers les élections, parce qu'on a adhéré à l'Union sacrée, ils seront élus, et l'UDPS n'aura pas de députés. Alors à ce moment-là, lorsque nous avons ne serait-ce qu'un seul ministre, qui est issu de l'UDPS, qui aurait pu véritablement faire le poids, et qui fait un travail de titan pour que l'UDPS puisse subsister au Sankourou, et tout de suite, ah non, il faut qu'il parte. Et on commence à distiller des choses, des informations dénuées de tout fondement. Nous disons, comme notables, pour avoir été, depuis les années 80, au sein de ce parti, et pour avoir vécu dans la sincérité, dans la sérénité, resté fidèle, consistant, résistant et constant, moi je pense qu'il y a moyen que nos compatriotes qui sont avec nous à l'Union sacrée soient sincères. Qu'ils soient sincères. Et aujourd'hui, tous ceux qui y étaient comme des médecins, chefs des zones, ont été changés avec la complicité, n'est-ce pas, de l'administration centrale pour mettre essentiellement les amis qui sont venus du FCC et qui se retrouvent aujourd'hui à l'Union sacrée pour enlever ceux qui sont proches de l'UDPS. Ça, c'est pas correct. Tout à fait, Norbert. Tous les responsables, les animateurs des animateurs des entités décentralisées. On me fait signe que nous qui étaient proches de l'UDPS sont mis dehors pour les remplacer, tout à fait, pour qu'au finish, ils puissent se tourner le dos au président de la République. Ça, nous dénonçons avec vérité. Mon dernier mot, merci Norbert Yamba. C'est ici que s'achève notre émission. Encore une fois, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. En tout cas, nous croyons que nous nous battrons, et même si en 2023, nous n'arrivons pas à terminer le projet, on va demander les suffrages de notre peuple, parce que nous sommes engagés, nous avons sacrifié toute notre jeunesse pour que nous puissions relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Mesdames et messieurs, bien chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève notre émission. Je rappelle que nous avons reçu aujourd'hui un invité de marque. Il s'agit de Norbert Yamba, qui est cadre de l'UDPS. L'UDPS est l'Union pour la démocratie et le progrès social. UDPS Tshisekedi, je précise. Nous avons fait le point en rapport avec l'évolution de la situation politique dans notre pays, notamment le séjour du président de la République dans l'espace Grand Kassai. Nous avons aussi évoqué la pose de la première pierre pour la construction du port à eau profonde des Bananas dans le Congo central. Ce n'est pas la dernière fois, il est toujours disponible. Nous y reviendrons avec force détail au cours de nos éditions spécialisées pour éclairer l'opinion sur l'actualité dans notre pays. Encore une fois, nous vous disons merci.